Et voici une nouvelle partie pédagogique et je vais commencer avec le pion E4. Quelle défense il va nous jouer? C'est ce qu'on va découvrir. Il joue C5, la défense sicilienne. Alors contre la défense sicilienne, moi je joue cavalier F3, c'est le coup principal bien sûr pour appuyer la poussée D4. Et là il joue cavalier C6. Et donc je vais sortir mon fou en B5. Ça permet de préparer le petit roc. Et cette tension du fou contre le cavalier peut amener un échange qui peut être intéressant parce que ça va déséquilibrer la structure de pion. Et en même temps, ça va déséquilibrer le rapport matériel également. D'ailleurs, je vais l'initier cet échange. Regardez, je prends le cavalier, il reprend du pion D7 en C6 pour libérer son fou en C8. Et donc maintenant, dans cette position, c'est vrai qu'il a la paire de fous, c'est vrai qu'il possède l'unique fou de case blanche, mais moi j'ai une pièce de plus pour jouer sur case noire. Et donc mon objectif, c'est d'engager le combat sur les cases noires. Alors pour le moment, je vais simplement faire petit roc, je vais finir mon développement. S'il vient me clouer, je joue H3 et il ne peut pas maintenir le clouage. S'il vient en H5, je joue G4 et je lui écrase son fou. Et s'il prend, eh bien je reprends et il n'aura plus la paire de fous. Donc je joue H3. Il prend, je reprends. Maintenant, il n'y a plus ce déséquilibre de couleurs. J'ai pas une pièce de plus pour jouer sur noir et lui, il n'a plus la paire de fous avec le fou de case blanche. Le seul déséquilibre qu'on peut remarquer, déséquilibre durable, c'est la structure de pion. Il y a un autre déséquilibre qui est pour l'instant éphémère, c'est mon avantage de développement. Il joue dame D7 et il prépare le grand roc. Donc il va y avoir un autre déséquilibre, c'est les rocs opposés, qui donnent des parties d'attaque, puisque chacun va attaquer sur son côté. Mais remarquez qu'il ne peut pas faire grand roc tout de suite, parce qu'il perdrait le pion en F7. Donc je vais jouer pion D3, libérer mon fou, et voir s'il va faire grand roc tout de suite. Peut-être peut-il jouer E6 pour que la dame défende F7, latéralement, avant de faire grand roc. Il joue E5 d'ailleurs, dans le même esprit, de défendre F7. Mais je pensais qu'il voulait jouer E6 pour garder fou G7, la grande diagonale noire, ouverte. Alors moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est pas de jouer cavalier C3, mais de jouer cavalier A3 ou cavalier D2 pour arriver sur la case C4. C'est une case qui m'intéresse, parce que s'il joue B5, il fragilisera la défense du pion C5, qui est un pion doublé, qui pourra plus être protégé par un autre pion. Mais je vais commencer par pion B3. Ça donne également la case B2 à mon fou. Et la diagonale et la pression sur E5. Puis peut-être cavalier D2, cavalier C4 pour accroître cette pression. Ah, ça y est, il fait grand roc. Il y a une autre idée à laquelle je pense, c'est de m'en prendre au pion C5 avec des coups comme cavalier C3, cavalier A4, fou A3. Le problème, c'est qu'il y aura le coup B6. Donc je vais jouer A4 pour préparer A5 et l'empêcher de consolider par B6, parce qu'il y aurait des prises et l'ouverture de la colonne pour ma tour. Et vous voyez ce pion C5. Fou A3, dame E3, ça peut cibler déjà 2 fois. Et je parlais de cavalier C3, cavalier A4, mais pour l'instant le pion gêne, mais si je joue A5, ça gênera plus. Et le pion A5 empêchera la poussée B6. Ou en tout cas la dissuadera. C'est un peu long, mais après tout, lui aussi doit développer ses pièces. Il joue A5. Vous voyez, il voudra jouer B6 sans que je puisse jouer A5 moi-même. C'est intéressant. Mais du coup, je vais revenir à ma variante de cavalier A3, cavalier C4, ou alors cavalier D2, cavalier C4, pour attaquer A5 sans qu'il puisse jouer B6. Et en plus, ça attaquera E5. Si je viens en A3, il va trop comprendre que je veux venir en C4. Donc je vais venir en D2 d'abord. Il joue H5, et maintenant cavalier C4 arrive, vous voyez? Et regardez comment j'attaque le pion E5, le pion A5, en contrôlant la case B6, et en même temps je menace bien sûr cavalier B6 avec la fourchette royale. Il voit pas, il joue fou D6 pour défendre E5, mais il n'a pas vu la menace principale, le trou en B6, et cette fourchette, et il abandonne tout de suite. L'ordinateur me donne un bon score de précision avec 97% contre 79% pour mon adversaire. Allez, une partie où j'ai les noirs maintenant, et je joue un adversaire classé 1320. Il commence par cavalier F3. Je vais jouer le pion en D5. Je mets mon pion au centre et il joue C4. Il joue dans un esprit
hyper moderne. C'était le courant de pensée du début du XXe siècle. Alors, c'est plus moderne maintenant, mais à l'époque, on appelait ça le courant moderne ou hyper moderne, qui consiste à combattre au centre avec des coups de flanc. C'est-à-dire qu'il va lutter contre mon centre de pion, puisque j'ai mis déjà un pion central, avec des coups de flanc. Vous voyez, des coups de l'aile. Cavalier en F3 vient contrôler les cases E5 et D4, qui sont des cases centrales, mais c'est un cavalier qui vient sur le côté. Et le pion C4, qui est un pion de l'aile, également, vient attaquer mon pion central D5. Alors dans cette position, on joue D4, c'est le coup principal. Et normalement, les blancs vont jouer B4 après. Pourquoi il joue B4? Pour donner la case B2 pour attaquer. Et en cas de cavalier C6, avoir la possibilité de jouer B5 d'ailleurs, pour chasser le cavalier. Mais mon adversaire joue E3. Il joue autrement. Je vais jouer C5. Et en cas de prise, je reprends. Et bien sûr, je veux continuer avec cavalier C6 pour renforcer mon pion. Et E5. Il joue B4. Vous voyez, ce coup arrive. Il veut dévier mon pion pour gagner le pion central. Et là, je crois me souvenir qu'il faut jouer cavalier C6. Parce que si je joue B5, eh bien, je peux reculer avec mon cavalier et je garde le pion C5 à la défense de D4. Et sur cavalier C6, s'il prend, je joue E5. Le cavalier appuie la pousse en E5 et le fou pourra récupérer le pion C5. Donc je joue cavalier C6. Mais c'est pas si évident de jouer cavalier C6 maintenant, sachant qu'il peut se faire chasser ou que ça peut prendre. J'ignorais ce coup, c'est en regardant des parties de grands maîtres que j'ai vu que c'était possible. Donc maintenant, je rentre à la maison, mais le pion B a raté sa cible. Il devait fragiliser mon pion C5 pour fragiliser ensuite mon pion D4, et il n'a pas réussi. Donc je reprends, et j'ai toujours la dame qui défend. Il joue cavalier E5. Là, je ne peux pas chasser son cavalier avec F6. Il y aurait dame H5. Échec. Et sur G6, il prend, parce qu'une reprise lui permettrait de gagner la tour, par exemple. Je peux regarder G6 pour jouer fou G7. Pourquoi pas? Puisque mon pion D4 veut être pris pour cible. C'est ce que je vais faire, G6. Il joue dame F3, il menace le mat en F7. On va jouer simplement cavalier F6 pour se développer et résoudre le problème de pression en F7. La dame pointe B7, mais le fou défend. Donc pour l'instant, j'ai un joueur assez agressif, il m'attaque. Mais on va voir, une fois qu'il aura épuisé ses coups d'attaque, comment il va réussir lui-même à se défendre quand j'aurai finalisé mon développement et que je vais me mettre à l'attaquer également. Fou G7. Les deux joueurs vont peut-être s'orienter vers petit roc. En tout cas, moi, je vais le faire. Mon adversaire joue fou B2 et petit roc. Il vient de roquer. Et maintenant, mon pion D4, comment je vais le défendre? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut accroître les pressions, notamment avec dame D3. Et après, remettre le cavalier en F3, par exemple, vous voyez? Donc là, si son cavalier n'était pas là, j'aurais le coup fou G4 pour attaquer sa dame et son fou, mais il aurait encore dame D3. Si je joue le coup de développement cavalier D7, il peut faire fou prend D4, et je perds un pion. Hein. Je regarde aussi dame D6 pour attaquer son cavalier. Et peut-être soutenir la poussée en E5, mais il faudra que je fasse attention à fou A3, hein, le cavalier protège le fou, et ça m'attaque sur la diagonale. Bon, je vais jouer dame D6. Je ne suis pas convaincu que ça soit le meilleur coup, mais on va quand même jouer ce coup. On va questionner le cavalier, en donnant la case D8 à la tour. J'aimerais bien que mon cavalier puisse aussi rejoindre la case C5. Par exemple, cavalier D7, cavalier C5. Mais cette pression sur B7 empêche toujours mon fou de se développer. C'est très contrariant, ça.
Peut-être qu'en réalité, il fallait venir en C7, mais en C7, je n'aurais plus protégé le pion D4. Bon, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est la première fois que je mets une vraie pression dans son camp. J'attaque son cavalier, on va voir ce qu'il fait. Ça y est, il revient en D3. Il va peut-être chercher la poussée C5 d'ailleurs. Donc je vais jouer cavalier D7 ou pas. Cavalier D7, il ne faut pas oublier que fou A3 peut arriver. Il faut être capable de défendre 7. Bon, je pourrais bouger en E6, c'est pas terrible, mais... Je vais re-regarder à nouveau fou G4 maintenant parce qu'il a plus dame D3. Ah, bah voilà. Fou G4, il peut prendre B7, mais je prends en E2. Il peut prendre ma tour, mais je peux prendre son cavalier. J'aurai 2 pièces contre la tour et j'attaquerai encore sa tour. Et ben voilà, il va craquer, ça y est. Fou G4. C'est ce que je vous avais dit, il faut attendre un petit peu de le tester lorsqu'on va commencer à l'attaquer pour voir comment lui il va répondre à mes menaces. Le cavalier en E5 empêchait que je joue fou G4, mais maintenant j'arrive à le jouer. Alors certes, c'est vrai, il y a le pion, la tour, et après le pion sans protection, mais moi, il y a le fou, le cavalier et la tour. Donc, je prends E2. Il joue C5, il attaque ma dame. Et je vais jouer dame D5 pour lui proposer l'échange des dames en protégeant ma tour. Vous voyez? Là, il n'arrive plus à tenir la position. Alors que son cavalier et sa tour sont toujours en danger. Il joue très vite maintenant, mais il fait que des bêtises. Il prend, regardez, cavalier prend, et il vient d'abandonner. Mais ça, c'est typique des joueurs qui sont en réalité plus forts pour créer des menaces initiales, mais dès que le jeu se complique un peu et qu'on arrive à bloquer leurs menaces et qu'on commence à créer des menaces, ils ne savent pas y faire face. C'est des joueurs très impulsifs qui jouent des coups d'attaque comme ça dès le début, mais qui ne savent pas tenir une position en réalité. L'ordinateur me donne 97% de précision, mais quand même avec une imprécision dans la partie. Et mon imprécision arrive dans l'ouverture. Quand l'adversaire joue B5, eh bien, je suis revenu en B8 alors que l'ordinateur considère que cavalier A5 est meilleur. Je voulais pas trop mettre mon cavalier au bord, mais ça met une pression sur C4 peut-être. Alors, je vois pas pourquoi cavalier A5 est meilleur, mais c'est l'imprécision que considère l'ordinateur. Mais maintenant, je comprends. Regardez, c'est diabolique. Dans la partie, après B5, je suis venu donc en B8, et il prend D4, je reprends, et il joue cavalier E5. Et ça, c'est pas le bon coup. Mais en réalité, il pouvait jouer fou B2 pour attaquer 2 fois le pion que je peux plus protéger par E5 parce que je perdrais le pion en E5. Et si je pousse en D3, certainement qu'il pourrait jouer dame B3 et c'est pareil, mon pion est encerclé, il va tomber. Alors moi, je songeais dans cette position jouer fou G4 en réalité pour clouer son cavalier et que son cavalier participe pas à la pression sur D4. Et je pensais que sur fou prend, il me suffirait de prendre son cavalier, dame prend, pour prendre son fou. Certes, je perds le pion B7, mais je pensais lui prendre sa tour, et s'il me prend la mienne, je prends son cavalier sur échec. Le problème, c'est pas ça. C'est que sur fou prend, dame prend fou, dame prend B7, si je prends sa tour, lui, il va pas prendre ma tour. Il va faire dame C8, échec et mat. Et la différence avec cavalier A5, c'est que le cavalier tiendra le pion B7, et ça change tout. Sur pion prend, fou B2, je peux maintenant jouer fou G4. Et mon adversaire est dans l'incapacité de faire fou prend T4, parce que cette fois-ci, ça marche. Je peux faire fou prend cavalier, dame prend, et prendre son fou, en attaquant sa tour, sans que lui puisse venir prendre le pion B7 pour contre-attaquer, parce que le cavalier défend. Et là, j'ai une pièce de plus. Donc vous voyez, j'ignorais cette subtilité. On apprend finalement toujours, dans toutes les parties, contre tout type de niveau. Je pensais que cavalier A5 allait mettre mon cavalier au bord et n'allait pas être très intéressant dans la position, donc je préférais rentrer en B8 et après, par exemple, sortir mon fou et redéployer mon cavalier en D7. Mais en réalité, c'est cavalier A5 qu'il faut jouer dans cette position. Très instructif. Allez, une nouvelle partie, j'ai les blancs et je vais cette fois-ci commencer avec le pion D4. Tout à l'heure, j'avais commencé avec le pion D4. Et mon adversaire répond très vite E5. Allez, je prends. Il joue cavalier C6. À mon avis, il va vouloir me faire le piège de la Unglund. Je vais vous montrer. Donc, dans la position, je vais jouer fou F4 pour défendre.
Et là, il va me jouer dame 7, vous allez voir. S'il me fait ce piège. Les joueurs jouent dame 7, ils préparent dame B4 pour attaquer le fou, le roi, le pion B2. Et en plus, avec dame 7, il attaque 2 fois le pion de 5. Mais s'il joue dame 7, je jouerai cavalier F3. Et sur dame B4 échec, je ramènerai mon fou en D2 en lui laissant prendre le pion B2. Mais je vais vous montrer comment il faut jouer après. Mais non, il ne joue pas fou C5. Alors je vous le montrerai à l'analyse, parce que c'est un piège que l'on retrouve souvent sur les zones de jeu, et donc il faut le connaître. Mais ça ne marche pas vraiment pour les noirs en réalité, hein. Si on connaît et qu'on sait bien jouer avec les blancs, parce que si on ne connaît pas, on peut perdre très vite. Fou C5 est joué. Donc je joue E3, je bloque l'influence de son fou, et pour l'instant j'ai un pion de plus. Il joue cavalier E7, il veut rebondir en G6, moi je joue cavalier F3. Voilà, il rebondit en G6, il attaque 2 fois le pion, je protège 2 fois. Il pourrait aussi prendre mon fou de case noire, mais je reprends. Je vais sortir mon fou en B5 pour lui éliminer le cavalier et qu'il ne puisse plus récupérer le pion en E5 facilement. Il joue cavalier F4, je reprends du pion. Et je prépare bien sûr le petit roc, comme lui je suppose. Donc la seule différence, c'est que j'ai un pion de plus. Je prends C6. S'il reprend du pion D7, j'échange les dames en déroquant son roi et en entrant dans la finale avec un pion de plus. Je fais petit roc. Là, on a aussi une confrontation de 2 cavaliers contre 2 fous. Alors 2 fous, ça peut être puissant, mais pour l'instant, c'est surtout le fou C5 qui m'embête. Le fou C8, il n'est pas au combat. Je vais jouer cavalier C3 peut-être pour avoir des coups comme cavalier E4. Attaquer son fou. Je vais regarder les montées en G5 pour avoir dame H5 aussi, commencer à attaquer le pion en H7, créer des menaces de mat. Il joue D6. Et donc là, si je prends, il peut reprendre du pion et essayer d'améliorer sa structure de pion. Mais j'ai bien envie de jouer cavalier E4 d'abord, c'est ce que je vais faire. J'attaque son fou et je triple les attaques sur le pion D6. Donc si son fou recule, je gagne le pion D6. Il prend, mais du coup, il me laisse le fou. Alors, je pourrais prendre le fou tout de suite ou d'abord échanger les dames. Je vais échanger les dames d'abord pour avoir une finale tranquille. J'ai maintenant une pièce en plus. 2 cavaliers contre un simple fou de case blanche qui pour l'instant ne joue pas. Et le pion de 5 qui est en prise. Il prend, mon cavalier contre la case D2, sa tour ne peut pas rentrer, mais je vais certainement jouer tour D1 pour contester sa tour. Allez, tour D1. Là, il peut activer son fou de case blanche, un fou G4 le clouage, fou F5 pour attaquer le pion C2, mais tous ces coups, ça ne me fait pas peur, parce que s'il échange le fou contre le cavalier, eh bien, il restera toujours avec une pièce en moins, mon cavalier. Je vais mettre l'autre tour sur la colonne. Je ne prends pas tout de suite pour ne pas lui activer sa tour. Il prend, je reprends, et le cavalier supplémentaire. Il joue tour D5. Il attaque mon cavalier. Je peux simplement échanger les tours, essayer de trouver un coup un peu plus intéressant, mais je vais simplement échanger les tours. Il y a le cavalier de plus, de toute façon. Dans la position, il faut montrer pourquoi le cavalier est supérieur. Déjà, ça attaque à 6. La tour, du coup, est contrainte de défendre. Et maintenant, on va rentrer sur la 7e rangée pour attaquer le pion C7. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, je pouvais prendre à 6. S'il reprend, il y avait le mat du couloir. J'y pense que maintenant. Mais ça m'aurait permis juste de gagner un pion s'il ne reprenait pas. Et là, je viens de toute façon d'en gagner un. Donc, il vient en E8. Il cherche à non pas aller en E1, parce que mon roi pourrait aller en G2, mais à rentrer en E2. Donc, je vais jouer roi F1 pour lui empêcher tout contre-jeu. Je ne veux pas de pénétration de sa tour. Et après, on va aller à la chasse au pion. Il y a le pion en A6. Je peux aller en D7 pour prendre le pion D5. Une fois que je gagne ces pions, bien sûr, le jeu, c'est un jeu de promotion. Il faut avancer les pions que j'aurai de plus, ma majorité de pions et mes pions passés, pour créer une promotion et donc pour créer une dame. Et là, mon adversaire s'est déconnecté. Il n'est pas très fair-play. Il va laisser passer le temps. Mais c'est pas grave, on va laisser le temps s'écouler. Et là, l'ordinateur me dit
que mon adversaire a quitté la partie sans abandonner et que je pourrais revendiquer la victoire dans 37 secondes. Ça, c'est typique des mauvais joueurs qui préfèrent laisser filer le temps et essayer de faire perdre du temps à l'adversaire lorsque celui-ci a gagné. Mais vous avez déjà certainement rencontré ce type d'adversaire dans les zones de jeu. Et donc, une nouvelle fois, l'ordinateur me donne à l'analyse 97% de précision contre 79% pour mon adversaire. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai quand même ce piège de la Unglued. Donc, quand on joue des 4 et que l'adversaire vous joue au 5, il faut prendre. Cavalier C6, vous pouvez défendre du cavalier ou du fou. Moi, j'aime bien commencer par le fou. Et si l'adversaire joue dame E7, eh bien, vous défendez encore. L'adversaire va jouer dame B4 échec, attaquant le fou, le pion B2 et le roi. On ne peut pas tout tenir, donc il faut ramener le fou en D2. Dame prend B2. Et là, le piège de la Unglued, c'est si on veut jouer fou C3. Fou C3, ça paraît le coup optimal, puisque le cavalier protège le fou attaque la dame et défend la tour. C'est le coup qu'on a envie de jouer, mais il est perdant ce coup. Pourquoi? Parce que les noirs vont jouer fou B4. Et on ne peut pas prendre la dame parce qu'on est cloué. Et si on prend le fou, eh bien, on perd la tour, ou il peut même y avoir cavalier prend fou avec la tour toujours d'attaquer, et des menaces de cavalier C2. Donc du coup, sur fou B4, qu'est-ce qu'on peut être amené à jouer? Parfois, il y a des joueurs qui jouent dame D2. Mais là, c'est terrible. Fou prend C3. Si on reprend du cavalier, on perd la tour, et si on reprend de la dame C1, échec et mat. Alors comment faut-il se défendre? Je vous remontre. D4, E5, vous prenez cavalier C6, fou F4, dame E7, cavalier F3, dame B4 échec, on ramène le fou et sur dame prend B2, il ne faut pas jouer fou C3. Il faut jouer en réalité cavalier C3. Là, les adversaires vont jouer deux types de coups, soit cavalier B4, soit fou B4. S'il joue cavalier B4, il faut défendre le pion C2 avec cavalier D4. Et si l'adversaire tente de chasser votre cavalier par C5, vous lui chassez d'abord la dame A3, et maintenant, cavalier B5, on attaque sa dame et on menace les fourchettes en C7. Alors, il va venir en A5. Mais A3, protégé par le cavalier, les deux cavaliers se protègent, on attaque son cavalier, et l'idée, c'est que la dame soit ensuite pris pour cible également par le fou. Par exemple, son cavalier, s'il vient en A6 ou en C6, peut-être en A6 pour essayer de défendre la case C7. On peut avoir du cavalier E4, on attaque sa dame, on a les deux cavaliers qui peuvent rentrer en D6, c'est une très belle position. Dame D8, imaginons, cavalier D6 échec, fou prend, cavalier D6 échec, son roi est déroqué, roi E7 ou roi EF8. Après, on peut jouer par exemple E4 et on a une très belle position. On n'a pas de matériel de moins, 7 pions contre 7 pions. On a un meilleur développement, la paire de fous, un meilleur centre et le roi de l'adversaire est déroqué. Donc je vous l'ai dit, quand le dame prend le pion B2, il ne faut pas jouer fou C3, mais cavalier C3. Et là, je vous ai parlé du coup cavalier B4, mais il y a également fou B4. Il faut jouer tour B1, pareil. Dame A3. Moi, j'aime bien jouer tour B3 ici pour chasser la dame qui vient en A5 et la pousser à 3. Si le fou prend, il y a beaucoup de coups intéressants parce que le fou est exposé, la dame également. On pourrait jouer tour B5, qui est un coup intéressant. Parce que la dame n'a que la case A6, et après la pousse en E4, avec des pressions sur la dame, et c'est l'attaquant qui se fait attaquer finalement. Mais sur fou prend A3, on a aussi tour prend, dame prend, et cavalier B5. Et comme le fou contre la case A5, la dame peut parvenir, et on pourra faire cavalier prend C7, attaquer le roi, le déroquer, et se venger sur la tour noire. Et si les noirs font fou prend cavalier, alors moi je reprends du fou habituellement pour attaquer la dame, et c'est pareil, j'ai une bonne position, j'ai pas de pion de moins, j'ai un meilleur développement, la paire de fous, donc c'est une position quand même agréable. Et sa dame qui est exposée, qui peut se faire attaquer. Alors le nom de ce Gambit Unglued que les noirs peuvent utiliser provient du joueur qui s'appelait Fritz Unglued et qui a popularisé cette ouverture. Et bien voilà, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, mais n'oubliez pas de laisser des pouces, des commentaires, ça aide le référencement de ma vidéo et de me faire connaître tout simplement. Vous pouvez soutenir la chaîne et partager bien sûr les vidéos. Au revoir à tous!